Joël, il a monté sa boîte de rénovation de salle de bain en 2018. 2 associés, Lui en tant que carreleur, moi en tant que sanitaire. 0 client, 0 certitude. 8 ans plus tard, 1 million de chiffre d'affaires, Tourne plus ou moins à 1 million, 1 million 2, 1 million 3, 1 million. une équipe, une réputation solide dans sa région. La plupart des gens verraient une success story. Moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu un entrepreneur qui travaille dans son business depuis 8 ans sans jamais avoir eu le temps de travailler sur son business. Je pense savoir ce que les gens veulent. Joël sait vendre, Joël sait construire, Joël sait gérer une équipe. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est jusqu'où il peut vraiment aller. Ça veut dire que là, tu pourras doubler ton chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va le découvrir ensemble. Aujourd'hui, on est à Montaix. On va avoir une boîte qui s'appelle Aquarénov. Ils ont à peu près 1 million de chiffre d'affaires. On va voir comment ils structurent leur business dans le dur. Salut, tu vas bien? Salut toi. Ah ouais, super. Ravi de te rencontrer. Pareil, pareil. Ouais. Je m'appelle Joël Rochat, j'ai 33 ans, l'âge du Christ. Tu me présentes un petit peu tes... Alors, ici c'est à la base c'était notre dépôt. On avait un showroom avant qui était dans l'angle là-bas. On s'est rendu compte que ça vaut pas la peine. Ok. Donc on a décidé de réduire. Donc on a remis les bureaux ici. Donc ici c'est le petit dépôt. On a aussi en haut un petit peu de stock et puis on a fait un petit bureau en haut Ok. pour nous et ça va très bien. Aquarénov, on l'a créé en 2018, on a fait 500 000 la première année. Deuxième année, je crois qu'on a fait directement 900 000. Puis là, on tourne plus ou moins à 1 million, 1 million 2, 1 million 3, 1 million. Aquarénov, c'est une boîte qui est partie de zéro et qui a évolué pendant 8 ans. Mais entre ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle pourrait devenir, il y a un gouffre. Avant de pouvoir l'aider à franchir ce cap, il fallait d'abord comprendre exactement où il était. Quelles sont ses fondations? Parce que c'est là que tout se joue. C'est plus gros que chez moi au début. C'est vrai? Ouais. Ça va alors. Au début, j'avais juste même pas la moitié de ton bureau. Et par contre, j'avais pas de stockage matériaux, rien du tout. Donc, Ouais. donc pas besoin de plus. Ouais. Mais que dans le commercial à fond au début. C'est sûr que si t'as quel commercial, moi il me faut quand même un dépôt pour stocker des choses quoi. Ouais. J'ai envie de réduire de plus en plus. On va voir avec toi ce qu'on peut faire. Ce que j'ai vraiment une problématique, c'est plutôt comment maintenant, à partir de ce qu'on a actuellement, comment évoluer. Tu peux expliquer un petit peu ton business, le type de client, type de chantier, ce que tu fais? Alors type de client, je peux avoir des clients haut de gamme, un peu plus onéreux, comme des clients qui recherchent vraiment un prix, un premier prix. Quel type de client? Particulier? Particulier, Ouais. que du particulier. Alors on va dire, tu me donnes une soumission, je sais même pas la remplir. Ok. Donc là, t'es comment? Du moyenne gamme, haut de gamme? Quel type de Moyenne client? gamme, haut de gamme, je trouve qu'on est quand même moyenne gamme. Ok. Et comment tu fais pour acquérir tes clients? Internet, Google Ads, Ouais. c'est notre 95% de nos leads, c'est Internet. Après on a un petit peu de bouche à oreille, visuel publicitaire, très peu. Mais 95% c'est de la recherche Internet Google. Tu traces un petit peu ton coût d'acquisition, combien de clients tu chopes des visuels extérieurs, de Google Ads, enfin, etc. dans le programme, je me place à chaque fois d'où ça vient le lead. Ouais. Comment de passer de 1 million, 1 million 3 à 3, 4 millions. Quelles sont les choses à mettre en place? Quels sont les leviers pour arriver à ça? C'est plutôt ça que je recherche. T'as combien de chantiers en cours? Alors en cours, on en a un, on essaie d'en faire un après l'autre avec des petites bricoles à côté. Ok. Mais on en a toujours une grosse pour le moment parce qu'on a vachement réduit. Maintenant on est à 3, moi, plus Martin et Julien, et puis Julien Carleur. Ok. Donc on attaque un chantier après l'autre. Ton panier moyen, il est de combien? Parce qu'on fait des grandes, on fait des petites rénovations, 16 000 actuellement. Après au niveau des leads, tu vois, toute clôture 25%, si je prends les 365 derniers jours, si je prends les 3 dernières années, 32%. Là, toi, tu passes combien de temps de ta journée en commercial? Je passe ma vie sur la route un petit peu. Donc tu vois, devis là, 10h30, j'ai plein de rendez-vous par jour. Là, Donc c'est des rendez-vous, en fait, c'est des prospects qui sont froids, en fait. Tu les connais pas avant de je les avoir appelle. Ouais, Alors, ouais. Je les appelle, je reçois les demandes généralement par mail, Mhm. soit par téléphone qu'ils appellent, je travaille avec un call center, ils m'envoient le mail et je dois les rappeler. Ok. Soit on reçoit une demande, par exemple ici on a reçu, tu vois typiquement ici. c'est Ouais, ça. donc tu les connais pas avant, en fait. Non, je les connais pas avant. Donc là, mon travail c'est de les appeler, tâter un petit peu le terrain, voir ce qu'ils veulent, essayer de donner déjà une base de prix. C'est-à-dire des clients qui reviennent te voir pour d'autres chantiers. Bah, disons qu'une rénovation, tu ne la rénoves pas toutes les années, quoi. Un client, quand il rénove sa salle de bain, si tu l'entends parler après 6 mois, c'est qu'il y a un problème. Et par contre, ils sont pas au courant que tu peux faire plus que la salle de bain. Alors voilà, là je me suis mis maintenant en train de dire, ouais, maintenant on propose du tout. Mhm. Un peu de tout dans la maison, donc tout ce qui est rénovation. Donc là, j'ai commencé à plus
depuis peu à proposer d'autres prestations. Donc on verra à la longue ce que ça va donner. Mais ça fait 2 mois, 2-3 mois que je me suis dit bon allez, on y va. Et puis on essaie de proposer d'autres choses. Ok. Depuis que tu as vu mon... Ouais, ça m'a fait réfléchir. Et puis après, des fois, c'est juste écouter et puis de voir un mec qui a commencé comme moi. Tu te dis bon, allez. Maintenant que la situation est claire pour moi, le travail commence vraiment. Ce que je vais lui montrer va changer sa façon de voir son business. Pour toi, c'est quoi le plus gros point de blocage que tu as eu depuis ces dernières années? Mon blocage, entre guillemets, c'est comment augmenter mon chiffre d'affaires. Ça n'a pas été le cas avant? Tu t'es pas posé cette question depuis 8 ans là, que tu fais ça? Alors, je me pose toujours la question comment les mecs ils font. Mais moi, mon créneau, c'est Google. Après, je pourrais mettre plus sur Google. Peut-être éventuellement, j'aurai plus de leads. Jamais trop été rechercher d'autres axes de leads. Bah, là, forcément, là maintenant, on peut augmenter mon chiffre d'affaires par rapport à proposer d'autres prestations. Mais à part ça, au bout d'un moment, j'ai réfléchi à ouvrir des succursales. C'est pour ça que je comptais. Ça m'a intéressé de prendre quelque chose à compter. Je me suis dit, bon, on a une vitrine à compter. Peut-être qu'il y a plus de monde, machin. Mais j'ai aussi réfléchi éventuellement à trouver un vendeur, un commercial qui s'occupe par exemple que de la partie Genève et mettre un Google Business à Genève avec une adresse à Genève. Mais c'est toujours des idées, mais je n'ai jamais trop mis en place en fait. Le seul blocage, c'est moi-même. Et dans la partie, tu me disais que tu avais un moment où vous étiez 11 Ouais. et puis que tu sentais que c'était compliqué à les gérer. Et puis c'est là où justement tu étais un petit peu démotivé parce que du coup ça se passait pas très bien. Ouais, non, c'est pas que ça se passe pas bien, mais tu passes plus ton temps des fois à résoudre des problèmes parce qu'ils veulent pas les résoudre ou parce que l'autre il est malade, l'autre il a fait une connerie sur le chantier, machin. Puis en fait, tu te concentres plus sur des choses que j'ai pas l'impression que c'est là où je dois être. Tu dois être où? En train d'augmenter mon chiffre d'affaires, mais si je résous le problème parce que l'autre il a pété le lavabo, puis que je dois recommander un autre, et puis que le client il est pas très content parce qu'il a nettoyé la salle de bain, puis il a mis les gravats dans le toilette, et puis le client il a constaté. Enfin tu vois, c'est des bêtises, c'est des trucs comme ça, mais l'autre qui devait arriver à 8h, il arrive à 9h30 parce qu'il a décidé d'aller boire le café pendant 1 heure. Et comment, tu m'as dit que tu avais un commercial à un moment et puis que tu faisais plus rien? Ouais, j'ai eu un commercial à un moment, ouais. Et est-ce que tu as cadré un petit peu son onboarding, son process, etc. Non? Tu l'as laissé freestyle? J'ai laissé freestyle, alors je lui ai montré un peu comment on faisait les devis. Chose que chez nous c'est très simple faire les devis, il y a déjà des devis préfaits, c'est juste noter les mètres carrés et puis après les prix de pause c'est tout déjà préfait. Mais pas de contrôle sur le devis complet, voir s'il a ajusté le prix, s'il a pris un prix moins cher, j'avais pas de contrôle là-dessus. J'avais un peu à laisser aller sur ce moment-là. Ouais. Il y a eu quoi comme impact du coup négatif? Des impacts négatifs, c'est que des devis mal faits. Vu à la baisse, parce que le client il a trouvé trop cher, il s'est permis de réduire les prix, beaucoup. Le service client pour moi c'est très important. Et parfois les clients ils les appelaient pour une rénovation, il n'appelait pas le jour au lendemain, il laissait traîner 5-6 jours, 10 jours, bah forcément après quand on appelle, j'ai déjà trouvé. Quand tu avais ton commercial, ton chiffre d'affaires n'a pas baissé? Il n'a pas baissé, mais j'ai eu l'impression d'avoir plus de boulot. Parce que ça veut dire que quand tu reçois ton avis Google, tes clients te contactent, c'est des prospects qui deviennent tièdes, mais où vous parlez au téléphone, ou en tout cas le commercial parle au téléphone, il arrive sur le terrain, et puis il a le même taux de closing que toi, donc il est à peu près à 25-30% aussi. Ouais. Ok. Ouais. Mais après, en fait, tu me dis que c'est des clients qui ne sont pas récurrents, parce qu'avant, vous ne le nurturez pas en fait, cette base de données, et puis vous ne proposiez pas d'autres services. Donc après, normalement, ça devrait passer à la partie opérationnelle, et puis le commercial devrait s'extirper en fait de la relation client pour qu'est-ce qui reste dedans. Oui. Est-ce qu'il y avait une passation entre le commercial et puis les opérations correctes? Pas correct. Ok. En fait, le commercial est un excellent moyen de t'extirper de l'opérationnel, je dirais, commercial, parce qu'en fait, tu me disais que tu faisais rien, ton chiffre d'affaires il restait au même niveau, le taux de conversion restait le même, mais c'est simplement en fait les process qui manquaient. Parce que si tu avais mis une barrière au niveau du prix, le commercial ne peut pas choisir à quel niveau en fait, il a le droit de descendre. Il doit toujours te demander la permission s'il doit faire un rabais ou autre. Ensuite, si le dossier de passation entre lui et l'opérationnel est propre et que l'opérationnel reprend le contact client, bah en fait, normalement, tu pourrais libérer 80% de ton temps de prospection sur place tout en gardant le même taux de closing, en protégeant tes devis, tes marges. Et en fait, tes points de contrôle, c'est le prix et puis c'est vérifier que le dossier soit bien passé. Je suis pas sûr qu'avec mon chiffre d'affaires actuel, je puisse me sortir comme ça vraiment.
Je pense qu'il faudrait que je double le chiffre d'affaires pour pouvoir avoir un commercial à temps plein et que je puisse me concentrer sur autre chose. J'ai pas l'impression qu'avec le chiffre d'affaires actuel, c'est un salaire supplémentaire pour faire autre chose, je crois que c'est trop. Pour ça, je suis d'accord. Je parlais juste de l'époque où tu avais justement un commercial. Si ce commercial, justement, était capable de libérer 100% de ton temps proprement. En fait, tu me disais, j'ai fait une connerie pour un commercial, mais en réalité, c'est pas ça la connerie. La connerie, c'est de ne pas avoir cadré ce commercial parce que tu aurais pu en fait te libérer. Mais c'est vrai, vu que l'acquisition vient principalement du même funnel et puis uniquement de Google Ads, c'est sûr que tu n'as pas assez d'alternatives commerciales. Là, par contre, si tu commences à grandir en termes d'éventail de services, et si par exemple tu utilises la même stratégie Google Ads, mais par contre tu te spécialises dans, je ne sais pas moi, pose de sol, pose de cuisine, rénovation, tout corps d'état, tu pourrais peut-être élargir ton volume de chiffre d'affaires, ton volume de clients. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, et je te l'ai déjà dit, c'est qu'il y a déjà peu d'entreprises qui sont compétentes, même sur ce funnel d'acquisition Google Ads. Tu arrives à acquérir des nouveaux clients froids, ce qui est rare, parce que la plupart des gens dans l'industrie, en fait, fonctionnent en bouche à oreille. Et tu sais combien moi j'avais eu de chiffre d'affaires en Google Ads? 0. Tu sais quoi, bouche à oreille? Que bouche à oreille. Comment tu travailles avec bouche à oreille? Un client satisfait, je chope la référence, je demande au client est-ce qu'il a d'autres travaux à faire, je le rappelle pour voir si les travaux qu'on a fait pour lui sont toujours bons. Il me dit ah, j'ai un autre truc à faire, est-ce que tu n'aurais pas? Ou j'ai quelqu'un à te présenter, et bouche à oreille, et bouche à oreille, et bouche à oreille. En fait, c'est juste en processus commercial. Est-ce que aujourd'hui, avec chacun de tes clients, tu leur poses la question est-ce que vous avez des personnes à me recommander? Non, ça j'ai entendu ça de toi, et puis je ne l'ai pas fait encore, mais il faut que je le fasse. Ça, c'est classique de la stratégie des vendeurs d'assurance. J'ai aucune stratégie, je ne suis pas commercial. Moi, je vise des tuyaux à la base. Ouais. Je ne suis pas du tout commercial, donc voilà, ça me plaît. Je crois que j'aime ça, mais pas du tout de profession commerciale. Mais tu n'as pas vraiment besoin. En fait, tu es déjà super commercial, mieux que la plupart des autres commerciaux, parce que tu as fait ça pendant 8 ans, et puis tu es orienté client, tu leur réponds en moins de 48 heures, tu as déjà tous les bons réflexes. Tu n'as juste pas les process. Parce que si systématiquement tu disais, tu essayais d'extirper entre 3 et 5 noms de chaque client qui pourrait te recommander, si systématiquement tu disais « Ah, je viens de la part de Michel, il m'a dit que peut-être mes services pourraient vous intéresser parce qu'actuellement vous êtes en train de faire une rénovation. Ça vous dérangerait que je vienne regarder pour voir si je peux être plus compétitif sur les devis que vous avez ?» Et tu fais ça de manière systématique, ton pipe il se remplit. Tu as déjà chiffré pour des justement un peu plus B2B? Ça m'a toujours fait peur parce que j'ai l'impression qu'en B2B, on se fait quand même plumer au niveau des devis. J'ai toujours eu cette impression de travailler avec un architecte. Quand je vois les prix qu'ils proposent les mecs, je dis mais c'est peut-être une impression parce que je ne connais pas en fait. Là par exemple, tu as 3 nouveaux chantiers qui arrivent demain. Oui. Comment tu les gères? 3 nouveaux chantiers commandés? Ouais. Je les mets au planning. Tu livres en 4-5 semaines, tous? Non. Non? Non, 3 nouveaux chantiers, là je pourrais les mettre pour le mois de juillet, août, en comptant qu'il y a 3 semaines de vacances, juillet, août, septembre. Et pourquoi tu sous-traites pas? Parce que j'ai une problématique, que toi aussi tu as eu, c'est qu'à un moment j'ai des mecs, donc il faut que je remplisse leur calendrier. Et c'est ça aussi un problème que j'ai, c'est que moi j'ai des mecs qui travaillent. Donc je peux pas tout faire d'un coup. Parce que si je fais tout d'un coup, mes gars, le mois prochain, ils font quoi? Et tu penses pas que ça, c'est un point de blocage? Alors forcément, oui, mais j'abandonne pas les gars que j'ai. Toi, t'as abandonné quand même quelques-uns là, l'année passée. Non, oui, mais c'est pas pareil. Martin, c'est mon associé, on a commencé avec lui et je le lâche pas d'une manière ou d'une autre. Impossible. Martin, il travaillerait toujours avec moi, je le mettrais d'une manière ou d'une autre toujours à travailler avec moi. Martin, il est sur le terrain? Martin est sur le terrain, ouais. Toujours? Toujours. Depuis toujours? Non, au bout d'un moment, il peut aller vendre, il peut faire, mais c'est vrai que là, il est sur le terrain maintenant, ouais. Et lui ne peut pas passer en supervision d'équipe? Bien sûr. Quelle est la plus longue vue que tu as eue sur ton planning? Pas beaucoup, 3 mois. 3 mois? Ça veut dire que si tu me dis 3 mois, ça veut dire que tu as 3-4 chantiers bookés en avance et dans les 3 prochains mois. C'est ça. Combien est-ce que tu pourrais démarrer tout de suite, que tu refuses de démarrer tout de suite? Je suis à 99 000. Si je fais tout ce que normalement on va réussir à boucler, ce
ce qu'on a ici prévu pour le mois d'avril, ou peut-être ça va manger un petit peu sur le mois de mai. Donc Mais tes la champs- première semaine du mois de mai, on va faire 100 000. Donc- On va faire un joli. Hein. Donc tes chantiers, ils sont à peu près, enfin ils durent à peu près 2 semaines. 5 semaines. Voilà, 2 semaines. Rénovation complète, 2 semaines. 2 semaines. Ça veut dire que là, tu pourrais doubler ton chiffre d'affaires si tu le sous-traitais. Si je le sous-traitais, oui. Oui. Mais il faut que je signe, ce chiffre d'affaires-là. Non, il est signé. Ouais, mais. Et puis si je ne signe pas d'ici pour 1 ou 2 mois. J'ai mes gars qui là, je les payé pour rien, ils se tournent les pouces. On est bien d'accord. Oui, oui, je Enfin, comprends. ce que tu veux dire. entre le, ok, il y a la fidélité que tu as avec tes gars, mais là, si tu sous-traitais ces chantiers maintenant, tu doubles ton chiffre d'affaires. Et tu maintiens ta marge, Je double au mois. tu doubles au mois. Mais le mois Exactement. prochain, peut-être j'aurai rien. Mais là aujourd'hui, si tu vois des clients, tu leur dis, moi je suis disponible dans 3 mois, ou dans 2 mois au plus tôt. Tu leur dis pas, je suis disponible tout de suite. Et je vous démarre votre chantier tout de suite. Je te pose ces questions parce qu'après je vais arriver sur justement les challenges. Tu as des valeurs qui sont fortes, c'est bien. Tu parles de tes gars, tu les lâcheras jamais. Tu parles du planning de tes gars que tu dois remplir. Aujourd'hui, tu pourrais doubler ton chiffre d'affaires au mois. Tu ne le fais pas parce que tu veux d'abord remplir le planning de tes gars avant de pouvoir commencer à sous-traiter. L'avantage de la commande à l'étranger, c'est justement le prix. Mais par contre, la contrainte de la commande à l'étranger, c'est le délai et les garanties. Dans le métier de la rénovation, la marge, elle est dans les matériaux. La plupart des personnes ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils n'ont pas la possibilité de livrer dans plus de 3 semaines, plus de 4 semaines. Là, toi, tu as des chantiers où tu as le temps, tu peux déjà commander maintenant en avance des matériaux qui sont moitié prix. En fait, là, déjà, il y a un potentiel de marge. Ensuite, le focus de ta stratégie est je dois garder mes gars, je dois remplir mes gars. En fait, tu n'oses pas sortir de ta zone de confort en termes de planning et puis est-ce qu'il y aura assez pour eux par la suite. La sous-traitance, tu viens de dire, tu as des anciens gars à toi qui sont mis à leur compte, donc tu peux sous-traiter avec des gars que tu connais et puis qui vont faire ça de manière qualitative. En fait, c'est sortir de ta zone de confort qui prend du temps. Et je challenge la partie psychologique parce qu'en fait, le frein, moi, je le vois là-dedans. Je vois que tu as un énorme potentiel commercial, que tu as une capacité d'acquisition qui est rare dans le milieu. Même si ça fait des années que tu fais ça, dans le milieu, c'est assez rare parce que c'est le bouche à oreille. Donc, tu as toute la partie bouche à oreille à développer, plus toute l'éventail de services. Normalement, si tu libères ton temps dans le commercial froid, tu passes ton temps dans la partie bouche à oreille, surtout que depuis 8 ans, tu t'es fait un énorme réseau. Même si tu ne l'as pas nourri et tu ne l'as pas entretenu, rappeler les clients qui sont contents pour voir si leur salle de bain va bien, est-ce qu'ils ont besoin d'autre chose, et puis réexpliquer ta gamme de services de manière beaucoup plus large. Ce travail de commercial-là, en fait, voilà, tu n'as pas le temps de le faire du tout. Et pourquoi? Parce que c'est des blocages mentaux, mais en fait, le chiffre d'affaires, là, cette année, on le double. Tu sors de ta zone de confort, on le double juste par les blocages psychologiques. Ensuite, après, dans la partie achat, là, on parle de marge. On rajoute minimum 10-20% de marge si l'approvisionnement des matériaux est réfléchi. Parce que si, par exemple, tu peux te permettre un planning plus long, mais là, tu te fournis au Portugal, en Italie, sur du carrelage ou autre, tu sais très bien, tu as 50%. C'est du particulier, ce n'est pas du B2B. Donc, c'est ça. Le particulier, il veut voir le carrelage, il veut le sentir, il veut le… Mais toutes les salles de bain que j'ai vendues, je suis venu, moi, avec les échantillons de carrelage, montrer à mes clients et ils ont choisi comme ça. Ouais, pourquoi? Parce que c'est du particulier. Ils n'ont pas besoin d'aller dans un showroom et puis ce n'est pas pour faire 12 appartements d'un coup. Si tu gagnais plus d'argent, tu aurais plus de chantiers parce que tu aurais beaucoup plus de budget pour la partie acquisition. Là, aujourd'hui, en résultat annuel, tu es flat. Alors que si je te rajoute 200 000 balles de profit dans tes comptes, là tu t'amuses. Ah, si la main-d'œuvre ne change pas, si je n'engage pas plus, bien sûr. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il suffit que tu aies 50 000 de plus en marge de matériaux.
tu réembauches un commercial qui va faire que les Google Ads. Toi, tu vas serrer des pinces avec les clients qui sont intéressants, qui veulent élargir leur gamme de business et tu fais que ça. Et tu rappelles toute ta base de clients qui t'ont fait confiance, qui t'ont mis un 5 étoiles sur Google. Et puis, tu doubles ton commerce. Tes gars, ils auront plus de boulot. Mais tu n'as pas besoin d'engager plus parce que tu veux garder la flexibilité. Pour moi, je vois que ta contrainte, c'est de remplir le planning de tes gars. Donc, tu peux garder ça, mais tu n'engages pas plus. Parce que sinon, tu vas toujours être dans le même mode. J'ai pas envie. Ouais. C'est là, ma direction, c'était dans ma tête, c'était j'engage pas. J'essaie d'avoir du boulot. Si j'ai plus de boulot, je sous-traite. Mais je place mes gars et si j'ai en plus du boulot, je sous-traite. Et moi, je dirais même mieux, je passe tous tes gars en coordinateur de travaux. Direction de travaux. Bah ouais. Et puis plus de chantier. Et ils ont pas besoin de stresser. Mais pour l'âge, il faut que je fasse du chiffre d'affaires là. Bah ouais. Mais en fait, eux, ils doivent gérer les sous-traitants. Ils doivent pas être sur le terrain parce qu'ils sont pas, ça te rapporte pas assez. Non, je sais que ça rapporte. Je sais. Là, par exemple, juste maintenant, tu dis, tu veux remplir le planning de tes gars. Imagine que tu acceptes tous les chantiers en avance. Okay, tu les prends tous. Au lieu d'attendre 2-3 mois pour le faire, tu les prends. Tes gars, tu leur dis, au lieu d'être sur le terrain, on va sous-traiter. Et puis vous commencez à piloter 2-3 chantiers en même temps. C'est comme ça que ça marche. En fait, ce que tu veux, c'est diminuer ton payroll sur le terrain ouvrier, augmenter ta coordination et augmenter ton nombre de chantiers, ce qui augmentera ton chiffre d'affaires et ce qui augmentera tes références et ainsi de suite. Donc ton blocage, en fait, il est psychologique sur la manière de fonctionner. Tu fonctionnes vraiment comme un artisan et moi, je réfléchis en stratégie financière. Ouais. Comme je l'ai dit dans ma présentation, capital humain, tu dois diminuer au maximum. Le but, c'est d'avoir le moins de personnes possible avec le plus de chiffre d'affaires possible. Les leviers que tu dois activer, c'est les leviers marketing, automatisation code, mais tu n'as pas besoin pour l'instant, et puis financier. Le capital humain, tu dois le réduire. Là, plus tu as de chantier, plus tu as de capital humain, plus tu as de risques, moins tu as de marge, plus tu as de stress. Voilà, c'est le cycle dans lequel tu es aujourd'hui ou dans lequel la plupart des artisans sont. Si tu passes en mode coordination, tu exploses. Et avec très très peu, parce qu'en fait tous les skills tu les as. Il y a juste 2-3 process que tu n'as pas intégrés à chaque fois que tu vas voir un client. C'est tout. Là sur la partie équipe là actuellement, tu me dis que tu as Martin, tu as un carreleur. Et un sanitaire, carreleur, Martin. Et les trois sont à 100%. Et moi. Donc on est et toi 3. Ouais, on n'est que 3 là. Ok. Donc tu as 2 plus toi. Ok. Donc en fait, tu t'inquiètes du salaire des deux. Bien sûr. Voilà. Et du mien d'ailleurs. Voilà. Non, mais le tien, je dirais. Alors, on va passer après sur ton propre salaire. Il faut mal au ventre. Ton salaire, c'est la marge de ton entreprise. Parce que toi, tu vois ton salaire comme quelque chose qui doit tomber chaque mois pour survivre, pour payer tes charges, nourrir ta famille, etc. Mais en réalité, là, je viens de te dire, tu prends des chantiers en avance, tu prends le cash en avance. Donc, tu n'as plus besoin de penser à ton salaire au mois. Non, mais je pense pas à mon salaire au mois. Voilà. Je ne suis pas là en train de me dire non. Je C'est suis pas à ce stade-là, non. Si je te dis tu Je reçois... l'ai été au début, mais non plus. Voilà. J'ai un petit peu de marge, même si on a perdu un peu de liquidité, mais ça va. Tu peux, si par exemple tu te payes pas de salaire pendant 3 mois, mais dans 3 mois, tu te payes 6 mois de salaire. Ça va. Ça revient même. Voilà. Donc ça veut dire que si tu prends tous les chantiers et toute la marge en avance, tu thésaurises d'un côté, tu gardes le cash pour tes employés si jamais, et tu te mets un coup de pression pour aller chercher plus de commerce pour les remplir. Mais au cas où, le cash qui les couvre, tu auras une partie, si tu prends les chantiers en avance. Enfin, quand on a démarré, on était en mode rénovation. J'étais en mode déjà, je leverage les compétences de mes équipes au maximum de ce qu'elles sont capables de faire. Donc j'étais vraiment sur du développement personnel de mes équipes. Donc si un mec était capable de faire de la direction de travaux, je voulais qu'il fasse la direction de travaux.
Si un mec était capable d'être chef de projet, je voulais qu'il fasse chef de projet. Si le mec était capable d'être directeur de la rénovation, je voulais qu'il soit directeur de la rénovation et je dis tu te démerdes avec le recrutement des gars, de comment tu veux coordonner, parce que tu es capable de le faire, j'ai même plus besoin de m'en occuper. Donc la capacité maximale, c'est pour ça que je te demande de Martin, elle est pas du tout exploitée. Il pourrait piloter plusieurs travaux en même temps, vérifier la qualité technique, contrôler que tout se passe bien, contrôler que les sous-traitants, ils sont bons, ils font de la qualité. Toi, tu as des chantiers courts, tu as des chantiers de 2 semaines. Voire des transferts à 1 semaine, ou voire un jour, des petits trucs à un jour, des petites bricoles à faire. C'est ça. 2-3 semaines. On a un chantier là maintenant à Grillon, là où peut-être éventuellement on va passer voir. C'est à Grillon, c'est un petit chantier de 4 semaines. Ouais. On doit construire une salle de bain complète dans un garage. Ouais. On a dû regarder avec le maçon pour pouvoir prendre les conduites dans le radier. On l'a créé complètement cette salle de bain, donc ça prend un peu plus de temps. Dans le processus commercial, là tu as commencé à proposer plus de services. Ça se processise. Il y a une checklist quand tu vas voir un client. Et il y a des choses que tu ne dois pas rater. Pareil, quand je vais voir un chantier, non seulement le client est au courant au moment où je le vois que je ne fais pas que de la salle de bain, non seulement quand je visite le site avec lui, est-ce que ça t'a besoin de changer? Parce que là, c'est pas qualitatif, ou bien ce serait peut-être mieux justement si tu refais un coup de peinture, si là tu refais le sol d'un côté, tu veux pas en profiter en même temps pour refaire un bout de façade ou un bout de menuiserie. En fait, ça c'est un travail commercial aussi, de mettre en place et de le faire systématiquement. Parce que je crois que j'ai jamais fait, après mon 3e chantier, une salle de bain sans faire autre chose. Okay. Jamais. Le client n'a jamais qu'une salle de bain à faire, c'est pas possible. Si on rentre plus dans le détail sur le planning de quand on va le doubler exactement. Ça se met un challenge, voilà. Alors, parce que tu m'as parlé déjà dans 6 mois, tu doubles. Tu m'as parlé. Tu me dis dans 6 mois, on double. Bon, il y a le temps de mettre en place. Il y a le temps on est au mois d'avril. Disons mois d'avril, mai, juin, juillet. En mois d'août, on est mis en place. Au mois d'août, on attaque. Dans les prochains, c'est en mois d'août. Fin d'année, on a doublé. Au lieu d'1,3 million, comptant 1 million, on a fait 2. On a déjà bien évolué. En fait, ce qu'il faudrait, c'est regarder en mensuel. Parce que là, aujourd'hui, tu fais 100 000. Moins. Voilà. Ça dépend. Mais entre 65 et 100. Ok, tu fais entre 65 et 100. L'idée, c'est de doubler au mensuel parce que tu sais que tu le doubles à l'année. Alors, il faut faire 150 et 200. Si je fais 150 et 200 par mois, je me dis... Donc, objectif dans 6 mois, c'est de faire entre 150 et 200 par mois. Si on est 150 et 200 par mois, on est bien. Ouais. On est bien. C'est un sacré objectif. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un rétro-planning. Ça veut dire qu'on va penser différemment. On va dire, OK, combien il faut de leads, combien il faut convertir, à combien, et je dirais même plus précisément… Là, j'augmente un petit peu mon spectre de travaux. Ouais. Donc, c'est-à-dire pour un client, je peux augmenter le panier moyen. Ouais. Là, je suis à 18 000. Ouais. Si je le double, on est à 18-20. Si je le double, on est à 40-50 par client. Si le taux de conversion est le même, on double. Et moi, j'ajoute un autre point là-dedans, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Hein. C'est un jeu vidéo. À ton stade. Non, ça a toujours été le cas. Il le sait. Pour moi, 1 point de marge vaut 10 points de chiffre d'affaires. Répète, 1 point de marge. 1 point de marge vaut 10 points de chiffre d'affaires. En fait, si tu gagnes 1 franc de marge, c'est comme si tu faisais 10 balles de chiffre d'affaires. Ok. Bah ouais, parce que ça sert à rien de faire 2 fois plus de chiffre d'affaires si tu gagnes rien toujours. Oui, non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc on pourrait arriver à 130 000 de chiffre d'affaires, mais par contre… Avoir plus de marge. Avoir plus de marge, ouais. Donc l'idée, en fait, c'est un jeu… Je considère que j'ai déjà des bonnes marges. Je prends les restaurants en Italie, j'ai des bonnes marges. Au niveau fourniture, je pense que je suis en moyenne entre 30 et 40 %. La partie marketing, comment est-ce que tu te vends? Ça veut dire que quand il y a un client, pourquoi AquaRénov? C'est pas dans ce sens-là. J'ai beaucoup de retours de clients qui ont été réactifs au niveau des devis, et ça a été détaillé.
Et après, c'est juste du bon sens avec le client, être avenant, être sympathique, être tranquille, être à l'écoute. Et puis, Les clients, ils t'ont jamais dit « Ah, j'ai un autre devis trop cher. Il est moins cher ». Plein de fois. Et tu dis quoi? Je dirais, ok. Tu dis OK? Alors, il y a ce truc-là que je sais que c'est où tu veux en venir, ou de dire, ouais, mais montrez-moi le devis, je peux vous faire une contre-proposition, des choses comme ça. Je l'ai jamais trop fait. Je l'ai fait maintenant une fois ou deux. Pourquoi? Je me mets à la place du client. Le client, il a demandé plusieurs offres. Il a un devis plus cher, un devis moins cher, c'est le jeu. Ok. Après, je sais que des fois, beaucoup de fois, les clients ils viennent, nous, on n'est pas les moins chers. Mais après, c'est une relation, c'est voilà, une espèce de confiance qu'on a obtenue à travers le client et qui préfère travailler avec nous. Par cette rapidité, par ce... Donc, il y a un client qui dit « Ok, j'ai un devis moins cher ». Tu dis « Ok ». Au revoir. Je vais être honnête avec toi, ouais. Je vais pas pousser le truc, je vais pas essayer d'aller dire... Pourquoi? Alors, parce que j'ai peut-être pas cette connaissance commerciale ou je trouve que ça, c'est un petit peu pour moi. Je crois pas que c'est de la connaissance commerciale. Alors, je sais, en tout cas pour moi, ça c'est déjà... Pour moi, c'est déjà aller dans le brut, tu vois, je ressens ça comme un manque de respect des fois. Après, c'est Par rapport à qui? Par rapport au client, si je vais, non, montrez-moi le devis, je vous fais moins cher maintenant. Ça fait un peu, ça fait pas professionnel pour moi, mais c'est mon avis. C'est mon avis. Ok, donc tu as peur, alors, un de mec, heurter le client. tu demandes plusieurs devis. Il t'a proposé un prix. Tu dis que non parce que c'est trop cher. Le mec il arrive vers toi et il te dit ouais mais montrez-moi le devis, je peux vous faire moins cher. Alors pourquoi tu as fait le devis trop cher? C'est ma perspective. Alors, c'est sûrement pas la bonne. Au niveau commercial, c'est pas du tout comment il faut réfléchir. Est-ce que tu penses que je suis agressif si par exemple, toi, tu es le client, Ouais. tu vois, et puis tu me dis, bah, j'ai un devis qui est moins cher. J'ai fait, ah oui, mais est-ce que c'est les mêmes prestations? Alors, après, je dis toujours, est-ce que c'est pour les mêmes prestations? Il faut comparer ce qui est comparable. Ouais. Donc, je dis toujours. Est-ce que vous voulez que je vérifie si c'est vraiment les mêmes prestations? Parce que ça m'étonne. Je l'ai jamais fait. Mais je suis pas agressif. Non. Mais t'es malin, plus que moi. Parce que ton taux de closing, là, je le retiens, j'ai 25% de taux de closing, je le passe à 50%. Parce que, Alors peut-être. Ouais. Peut-être, je sais pas. Parce que Tu me moi, poses la question si je l'ai déjà fait. non, mais moi, jamais j'étais au prix. C'est vrai. J'ai jamais été au prix. Le client, il T'as toujours eu de batte pour avoir des. J'ai toujours un client qui me dit c'est trop cher. Toujours. Et t'as toujours été gratté derrière pour. Bah, je suis allé, pour est-ce que obtenir. je peux voir? Parce que ça m'étonne. Parce que qualité-prix, aujourd'hui, je sais qu'on est extrêmement bon. Surtout au niveau de la qualité. Mais par contre, j'aimerais voir justement qu'est-ce qu'il propose l'autre personne. Parce que s'il est moins cher que moi, j'aimerais comprendre. Le pitch commercial est hyper important. Moi, en tant que client, je ne suis pas convaincu. Alors que tu as beaucoup plus d'arguments que la plupart des mecs qui m'auraient fait un devis. Si tu étais venu vers moi et puis tu m'aurais pitché la boîte en mode « Écoutez, on a fait déjà 350 salles de bain, on n'a que des avis positifs sur nos clients, vous pouvez aller checker Google. On a des gars qui ont 20 ans d'expérience dans la pose de salle de bain, on fait que de la qualité. Aujourd'hui, on est extrêmement qualitatif sur la pose, vous m'appelez quand vous voulez, il y a un problème, je suis là et nos matériaux, vraiment, ils sont de bonne qualité, on peut checker. Je suis curieux de voir ce que font les autres et pourquoi est-ce qu'ils sont moins chers. Moi, il n'y a aucun problème que vous partiez avec un autre. Par contre, c'est juste pour moi, pour que je puisse comprendre où est le marché et qu'est-ce qui est proposé. Et puis, je pourrais vous dire aussi sur les points de vigilance ou faire attention quand on verra le devis ensemble. Tu es extrêmement bienveillant et protecteur sur tes équipes, mais en fait, tu as un ego, tu as des valeurs qui sont fortes de protection. Alors. Et d'un côté, tu as cet ego qui te dit « Tu veux pas mon devis? Va te faire C'est un peu ça. ouais. C'est un peu ça. Alors c'est plutôt, je valorise le travail de mes gars. Et en fait, quand on vient me dire qu'on est trop cher, j'ai un petit peu ce truc de non, on n'est pas trop cher. On travaille pas pour rien. À chier qu'on travaille pas pour rien. Il est comme ma femme. Quoi? Je suis trop cher? Je suis trop cher. Les gars, c'est un peu. Je suis trop cher. Tu sais comment on travaille? Espèce de. Je pense avec les années, j'ai un peu. Au début, les premiers devis, quand ils étaient trop chers,
je pétais les plans. Ah non, mais. Je sais pas que je pétais les plans, mais ouais, c'est un peu va te faire. Ouais. Un peu ça, ouais. Là, moi, là, je me dis, bon, il y a la concurrence, machin, mais j'ai du mal à baisser les prix. Ouais. C'est pour ça que tu peux pas faire du B2B. Parce que eux, c'est eux qui prennent le crayon gris et J'ai qui du mal. et puis qui tracent. J'ai du mal. Ouais. J'ai du mal. Mais tu te En fais fait, des t'es là, millions de tu- chiffre d'affaires. Ouais, mais en te crachant dessus, c'est pas mon délire. Enfin, Je crache pas dessus. Ils négocient. Mais ça, c'est un gros C'est frein. probablement. C'est un gros Probablement. frein psychologique. En fait, ça, c'est du mindset. Ça. Ouais. Et ça, c'est ton plus gros blocage. Tu crois? Ah ouais. En plus, tu es dans un rôle commercial. Ouais. Tu dois être le mec le plus rond, le mec avec le moins d'ego. Je suis rond. Je veux pas des centimes, c'est des chiffres ronds. Je suis rond. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Là, pour moi, tu as plusieurs millions de déblocages psychologiques juste pour ça. Parce qu'en fait, je commence à comprendre pourquoi tu ne sors pas de ta zone de confort en termes... Enfin, tu as commencé, mais ça a pris du temps. Mhm. Et tu es formaté pour du particulier, pas du tout pour du B2B. Ouais, ça, Ouais. j'ai toujours été B2C. J'ai Ouais. toujours réfléchi en B2C. Ouais. Depuis que j'ai ouvert l'entreprise, j'ai toujours pensé vendre chez du privé. Ouais. L'image, le site internet, j'ai toujours dirigé vers du B2C dès Ouais. le départ. Le franchise B2C, j'ai toujours eu cette. J'aime bien. Ouais. J'aime bien le B2C. Ouais. Au grand public. Mais le B2B, j'ai jamais fait. Donc peut-être que ça peut. Je me dis, bon, c'est différent. Mais ça fonctionne, ça peut travailler. Peut-être que j'ai jamais fait trop de B2B. Je sais pas. Parce que je te dis, j'ai eu des demandes pour remplir des soumissions. Et des fois, des soumissions de je sais pas combien, des trucs assez gros. Parce qu'ils connaissent pas l'entreprise, ils savent pas qu'on est petit. Ils voient un site internet, Ouais. ils pensent qu'on est une grosse structure, alors que pas du tout. Ouais. Mais j'ai jamais pris la peine d'essayer de voir pour remplir une soumission, jamais. T'as envie de me coller une gifle. Il a envie de me tarter. Je sais pas ce qu'il fait, ce mec. Il a envie de me tarter. Mais voilà, mais je suis sincère avec toi. Il insulte l'argent, mais à un niveau. Non, mais en fait, c'est. Par contre, c'est dur de travailler sur le mindset. C'est très dur parce que j'ai fait énormément de recrutement, change management sur des milliers de personnes. Et ça, c'est la chose la plus dure à changer. Mais par contre, c'est ton plus gros levier de pognon. Ouais. Le plus gros. Si tu te faisais chier à répondre à une soumission, à accepter qu'on te négocie. Accepter qu'on me négocie. Ouais, C'est ça la bonne phrase. Accepter qu'on se fasse négocier. ouais. Ouais. C'est intéressant ça. Ouais. Est-ce que j'accepte qu'on me négocie? En fait, c'est l'approche. Tu peux refuser de descendre tes prix, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, la manière dont tu réponds te débloque ou te ferme une opportunité. C'est juste ça. Ouais. C'est juste dans la manière de réagir à ça. Je réagis pas bien. Non. Et du coup, ce qui est bien, parce que du coup, les gens qui te font confiance font vraiment confiance parce qu'ils savent que tu es un mec carré, transparent et tu es droit. Je suis droit. Ouais. Par contre, ça, ils le savent, ils le sentent. Tu as 2/3 du business, du chiffre d'affaires du marché, même plus, hein. Je dirais 3/4 du business du marché, du gros business du marché qui ne fonctionne pas comme ça. Si tu venais dans mon bureau d'études et tu vois comment les clients nous traitent et nous parlent, ils nous parlent toujours de manière respectueuse, hein. Mais le petit trait sur le crayon gris, mais je te montre, j'envoie des devis de 100 pages et les mecs ils négocient chaque truc, ils négocient le café, ils négocient le machin devant nous, etc. Au bout d'un moment, moi, je veux vraiment comprendre ça. Qu'est-ce qui te. C'est quoi qui te. Ça te plaît ça? Enfin, comment tu perçois ça? En fait, Quand tu as une structure, Ouais. tu bosses, tu crées une entreprise, tu Ouais. fais machin. Il y a des mecs qui arrivent de nulle part, qui commencent à. Tu perçois comment? je suis un très mauvais exemple parce que j'arrive à me détacher des choses, mais énormément. J'ai une capacité qui est plus que la moyenne, ouais, à me détacher. Donc, s'en fout de tout. ouais, Il est Je- hyper, ouais, Tu stresses toi? non. Ouais. Pas. Je sais. Donc du Comme coup, Martin. mais par contre, Ma copine aussi, elle est comme ça. voilà. Allez, on y va. Mm. Pas de stress. Mais en fait, c'est, J'aime beaucoup les gens comme ça. Enfin, je m'identifie. C'est pour ça que c'est mon associé, que ouais. c'est ma copine. En fait, moi, je je, me dis, mais comment vous faites? je pense que stratégique. C'est-à-dire que le deal, quand j'arrive dans ton bureau, tu vois, tu me dis, je veux pas recommander à Porto.
Moi, je pense que stratégique. Je pense que qu'est-ce qui est de plus stratégique pour mon business, pour augmenter mon chiffre d'affaires. Mais c'est pour ça que je ne veux pas trop me prendre comme exemple, parce que je suis un très mauvais exemple là-dessus, parce que même si beaucoup de gens voulaient avoir ce skills-là, ils ne pourraient pas l'avoir, ça demanderait trop de travail. Mais par contre, il y a des choses où je sais que je suis extrêmement mauvais, et c'est plutôt là-dessus. Comment est-ce que je travaille sur les choses où je suis extrêmement mauvais? Par exemple, je suis extrêmement mauvais dans le suivi des projets. Je suis extrêmement mauvais à faire 4 fois la même chose. Moi, ouais, là, je ne peux pas faire. Tu es un très bon manager. Alors, je suis un bon je dirais. Sociable, tu captes les gens, enfin tu aimes les gens. Ouais, j'aime les gens. J'aime aussi beaucoup l'humain, mais apprendre quelque chose à quelqu'un, ça me fait chier. En fait, je suis très peu structuré. Un manager, c'est ça, c'est apprendre, j'ai l'impression. Ouais. Apprendre l'autre à faire et qu'il fasse des erreurs à répétition et que tu sois là, que tu sois patient, de la patience pour lui apprendre. Ouais, ça j'aime. Tu aimes. Ça j'aime, mais par contre, je suis pas structuré, je suis pas bon dans le suivi, je suis pas bon à faire 3 fois les mêmes choses. J'aime pas. J'ai un gros focus pendant un moment sur un projet. Demain, je passe à un autre projet. Mais un autre projet, c'est-à-dire une autre activité. Ouais. Tu vois. Okay. C'est pour ça que je suis très. Il me connaît depuis longtemps. Et puis Arthur aussi, il me connaît depuis longtemps. Parce qu'Arthur, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. 2 ans. 2 ans et demi qu'on bosse ensemble. En termes de structure. Ah oui, au début, il n'y avait rien. Ouais. Mais après, maintenant, c'est. Ah, mais est-ce que c'est moi qui structure ou pas? Ah bah non. Ah bah là, c'est pas moi. Ah bah non. J'ai trouvé quelqu'un qui structure. Ouais. Mais en fait, moi, je suis absolument pas structuré. Oui, et maintenant, on est sur pas structuré. 5 projets en même temps. Pas du tout. J'ai créé des boîtes structurées. T'as des mecs qui moi, structurent pour toi. Ouais. Toi, à la maison, t'es structuré? T'aimes les choses comme ça? Non. Ou t'es plutôt à prendre le courrier chaque. Ah, je prends pas le courrier, moi. Ouais, bon. Je ne l'ouvre pas, le courrier. Non, mais pour dire, Ouais. t'aimes que les choses, quand elles arrivent, il faut que ça soit fait tout de Non. suite. Incroyable. Bah, à contrario, moi je suis le contraire de lui. Bah, moi, je reçois une lettre maintenant. Moi, j'ai le truc à aller chercher aujourd'hui. Je dois le faire direct. Je dois le faire. Ouais. Comme Moi- ma copine, elle est là. C'est 2 semaines, il est posé là. Il est encore. Non. Oui, mais toi, dans ta tête, c'est une charge. Moi, Ouais. dans ma tête, il C'est faut ça. que ça soit fait. C'est terminé, il faut que ça soit fait. Moi, mon courrier, il s'empile. Ouais. Sérieux? Et puis, quand il est comme ça, à peu près, c'est pas mal. Mais non. Je prends le truc, je regarde qui c'est qui m'a écrit. Je sors juste la lettre qui est importante. J'ouvre, je réponds à cette là. Ça, je dis. Incroyable. Ah non, il est comme ça, pour de vrai. Et le mec, il fait 200 millions. Oui, C'est mais- ça qui me rend dingue. Le- Enfin, je trouve ça super intéressant. Mhm. Comment un mec comme ça a ces skills de être un peu. Laisser un peu traîner les choses et en même temps avoir ce truc de capter les gens et savoir qui est bon pour travailler à ta place. C'est incroyable ça. Vas-y, pousse le truc à 200%. à 200%. Mais c'est que ça. Et en Mais fait, par contre, pas de stress. mais lui, sa capacité, c'est du coup de traiter les choses ou de plus les garder en mémoire. Il Ah, a j'oublie un tout, truc, il y a j'oublie un tout. problème, il T'es est pas pas autre rancunier? chose. Pas rancunier. Non, mais j'oublie tout. Tu pardonnes facilement. Ah oui, oui. Je me fâche même pas, j'ai pas besoin de pardonner. Ouais, Mais- c'est pareil. ça. En fait, j'ai très peu besoin de pardonner parce que je suis pas vexé. Donc, Ouais. donc du coup, j'ai pas besoin de pardonner. Mais en fait, le levier, tout le monde l'a. Parce qu'en fait, t'es pas obligé d'être Asperger, ou si je le suis ou je sais pas, mais pour réussir, parce que tu as tellement de profils Ouais. différents d'entrepreneurs qui sont devenus multimilliardaires qu'en fait, t'as pas de mode d'emploi où il n'y a pas de règles. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tous un peu 2-3 points communs. Oui, alors le point commun, là où je veux en venir, c'est que tu te connais toi-même. Plus tu te connais toi-même et plus tu acceptes qui t'es, comment t'es et ce que tu peux changer et ce que tu peux pas changer, plus tu l'acceptes et que tu fais avec cette règle, plus tu es bon. Accepter de changer. Non, alors, pas accepter de changer. Être conscient de ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas changer. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus appris sur moi-même, c'est en observant les autres. Et c'est bizarre de dire ça, mais en fait, j'ai fait tellement d'entretiens, j'ai eu tellement de collaborateurs. Et à chaque fois, c'était des jeunes que j'ai transformés ou des managers même que j'ai suivis, où j'ai passé énormément de temps avec eux. Et à chaque fois que je rentrais dans une pièce, salle de conférence, et puis que je parlais de développement personnel avec cette personne pour qu'elle puisse changer, évoluer et puis
enlever par exemple une partie de leur ego, une manière de réfléchir, une croyance limitante, etc. On sort de la pièce, tu as changé, tu te dis « Ah non, il a raison, c'est bon, j'ai changé, mais dans 3 jours, tu vas revenir comme tu es. » Et c'est normal. Et en fait, tous les êtres humains sont de la même manière. C'est-à-dire que tu peux passer 10 ans avec un psy pour essayer de devenir la meilleure version de toi-même, ou tu mets juste la personne là où elle est forte, là où elle est compétente, et là tu prends un raccourci. Et c'est la même chose avec toi-même. Donc moi je sais qu'il y a des choses où même si je le voulais, je ferais trop longtemps à changer. Donc tu préfères prendre des gens qui le fassent à ta place. Exactement. Et je Mais suis conscient est-ce que toi de ça. tu as changé quelque chose? J'essaye de changer. Tu essayes quand même? J'essaye, mais je suis conscient en voyant les autres et en sachant que je ne suis pas meilleur que les autres, que ça me prendra peut-être 10, 20 ans. Donc je dis pourquoi je me fais chier à changer ça? Ok. Parce que quand tu essaies de changer quelque chose, ça te draine une énergie de malade. Ça te prend tout ton mental, toute ton énergie, et puis pour changer un truc que tu penses être un défaut. Si tu fais l'inverse, tu prends toute cette énergie, tu le mets là où tu as le plus de facilité, où c'est le plus naturel, où tu es hyper fort, ben, tu fais x10 la puissance que tu as. En fait, c'est toujours la même chose. Plus tu te connais, plus tu sais, tu ne te donnes pas des faux espoirs de choses que tu ne peux pas changer ou qui te demanderaient trop d'énergie pour changer. Donc, en fait, tout ton système de décision au quotidien va changer. Tu sais, ah ça c'est pas pour moi, ça c'est pour Martin. Ça machin, ça je le fais. Je fais pas du B2B parce que pour l'instant je suis pas prêt et puis ça va me casser les pieds, donc je le fais pas. Mais par contre, le fait d'être conscient de ça, tu dis ah il y a un gros chiffre d'affaires, il y a un gros potentiel. Par contre je le fais pas parce que en fait ça va drainer trop en énergie. Bah, là il y a un gars que je vais pouvoir prendre, voilà, qui va faire un commercial mais que du B2B et moi je vais continuer ce que je fais très bien. Et en fait, tout ton système de décision va changer au quotidien pour plein de petites choses. Tout ce qui va te casser les pieds, entre guillemets, eh ben, tu vas commencer à le déléguer naturellement. Là où tu es bon, tu vas passer plus de temps et en fait, ça va te drainer beaucoup moins d'énergie et tu vas être beaucoup plus créatif et tu vas être beaucoup plus performant. Mais en fait, c'est que de la connaissance de soi dans ce sens. C'est pas, pour moi, je ne crois pas à l'entrepreneur qui était le petit ego enfermé et qui devient un mec ouvert, qui aime le monde. Non, si tu es un petit égocentrique comme ça, bah, peut-être tu l'es un petit peu moins après, mais par contre, tu es toujours dans ton truc. Et puis, tu aimes être dans ta cave en train de bricoler, bah, alors reste dans ta cave en train de bricoler. Par contre, si tu es conscient de ça, tu sais qu'il te manque plein d'autres éléments dans la boîte que tu dois trouver pour pouvoir compenser ce que tu ne fais pas. Du moment où tu as compris ça, ce principe-là, tu vas trouver des gens où pour eux, c'est naturel d'être dans cette position. Voilà. Et là, tu scales. Maintenant que Joël connaît les prochaines étapes, il reste l'essentiel. Après avoir côtoyé des centaines de dirigeants, ceux qui ont vraiment franchi le cap, j'ai remarqué qu'ils ont tous ce point commun, ils ont un mindset solide. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui passe à l'action et quelqu'un qui reste bloqué. Et ça, avec Joël, on va le challenger. Même si tu n'es pas le meilleur dans ton domaine, parce qu'il y a toujours meilleur que soi, on le sait. Mais par contre, tu dis, moi je vous garantis la meilleure qualité par rapport au prix que vous payez. Les gens ils doivent se dire qualité-prix, j'ai le meilleur. Et puis dire, en moi vous avez confiance, je vais pas partir, je ne vais pas m'échapper s'il y a un problème. Moi je suis là, vous connaissez mon adresse, j'ai une réputation à tenir. Et puis vous regardez sur Google, etc. Ma réputation, j'y tiens. Donc je vais vous livrer quelque chose de hyper qualitatif. Il sera déjà prêt à prendre ton prix plutôt qu'un qui est moins cher pour la sécurité. Et tu gardes le même discours, que ce soit pour la salle de bain, pour la cuisine, pour la rénovation générale, pour les lots techniques. Et tu gardes le client. Tous les autres sont sous-traitants pour toi. Parce que sinon, en fait, tu vas juste être le mec qui a mis en relation. Alors que si le chantier était sous ta facturation, les mecs ils disent ok, peut-être que tu avais le choix. Tu avais le choix entre 12 sous-traitants, tu as choisi le meilleur pour ce chantier et tu contrôles la qualité. Donc ta valeur ajoutée, ce n'est pas juste je t'ai mis en relation et puis j'ai rien fait. C'est non, j'ai choisi qui était le meilleur pour ton chantier. J'ai négocié les prestations, j'ai regardé comment faire pour qu'il fasse la meilleure qualité possible et je te le pilote pour toi. Et là, du coup, le gars, il se dit « Ah,
j'ai plus besoin de m'embêter, j'ai un mec qui est carré, qui check tout pour moi, qui fait en sorte que le planning joue, j'ai même plus besoin de m'embêter. En fait, c'est comme ça que tu dois te positionner. C'est comme ça que ton chiffre d'affaires il va décoller vite. Tout repose sur toi pendant encore un moment jusqu'à ce que toi tu décides. Ben voilà, là maintenant j'aimerais un peu me poser, on consolide, je prends du cash flow, j'ai besoin de me recharger. Ouais. Parce que si tu prends jamais de cash, tu te recharges pas. Jamais. Il faut que tu redeviennes naïf. Il faut que tu te redises en fait tout est possible, tout est facile. En fait, 100 millions, je peux le faire. Ouais. Il faut que tu arrives à te convaincre qu'en fait 100... Et après, si on arrive à 5 et à 10, c'est pas grave. C'est déjà bien. Tu seras quand même content. Merci beaucoup. Merci. Bon là, on vient de sortir de chez le dirigeant de chez Aquarénov. Bah, plein de potentiel. Là, je pense qu'il sous-estime complètement son potentiel en termes de chiffre d'affaires. Il y a plein d'éventails de services qu'il n'a pas encore proposé à ses clients et qui pourraient. Il y a beaucoup de leviers de marge dans la partie approvisionnement des matériaux, la partie gestion de son personnel. Parce que pour moi, il y a des personnes qui sont beaucoup trop compétentes pour faire uniquement ce qu'elles font. Ces personnes pourraient faire de la gestion de chantier, elles pourraient faire du contrôle, pourraient même faire du commercial parce qu'il y a son ancien associé qui a fait ça pendant des années. Là, aujourd'hui, lui-même, il le dit qu'il pourrait complètement sortir de l'opérationnel s'il engageait un vendeur. Donc ça veut dire que le taux de closing n'est pas dépendant de lui, mais en fait il a mis en place un process et il arrive à closer, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Donc en fait il peut libérer du jour au lendemain 100% de son temps. Il pourrait augmenter sa marge, il pourrait déjà sortir de l'opérationnel en quelques mois. Après, maintenant qu'il veut de la croissance, ce qu'il faut, c'est qu'il sorte de sa zone de confort en termes de typologie de chantier, en termes de typologie de clients, et surtout qu'ils prennent confiance sur le fait qu'il peut développer un réseau de partenaires et puis de prestataires pour justement accueillir beaucoup plus de chantiers. Là, il devrait faire plusieurs chantiers en même temps, pas un seul chantier à la fois. Donc là, du coup, il a peur de prendre un risque, je dirais, de gestion. Il a toujours fait comme il pensait faire, mais son potentiel, il est énorme. Donc on verra ça après dans l'exécution. Tout est une question d'exécution, c'est toujours beau de parler, toujours plus dur de faire. Mais s'il commence petit à petit dans son quotidien à faire ces petits changements, à décider autrement et à travailler sur son business plutôt que dans son business comme il l'a aujourd'hui, ben là, ça va changer du tout au tout. Il m'a fait voir une autre manière de voir l'entreprise, une autre manière de diriger l'entreprise, de voir un chiffre d'affaires différemment, de voir une perception de chiffre d'affaires, de travailler différemment. C'est super intéressant et pour moi c'est super intéressant parce que des fois dans l'entrepreneuriat c'est seul. C'est difficile de parler avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur ou qui n'est pas dans le même métier, surtout sur tes problématiques parce qu'il ne peut pas trop t'aider. Et là tu as quelqu'un qui peut réellement t'aider et savoir vraiment ce que tu vis au quotidien actuellement. Je pense que c'est des petites choses que des fois tu ne penses pas ou que tu n'as pas passé le cap parce que tu te bloques pour une raison ou une autre. Tu te dis ça c'est pas pour moi ou ça je suis pas capable ou ça... C'est surtout l'inconnu qui fait des fois un peu peur. Puis des fois juste voir un mec qui a fait, qui est passé par là et qui m'a dit écoute, fais ça, c'est comme moi j'ai fait ça, tu vas voir. Des fois ça peut pas être grand chose mais forcément tu écoutes plus un mec qui a déjà fait qu'un théoricien. Et lui, c'est un mec de terrain parce qu'il a fait les choses. Donc, il n'a pas écrit un bouquin sur ce que les gens doivent faire, il a fait les choses. Donc, et ce qu'il a fait en espace de quelques années, c'est incroyable. Je me dis, c'est bête de pas écouter ce qu'il a à dire. Surtout qu'il a commencé exactement comme nous, quoi. Donc ouais. J'ai pris la formation il y a très peu de temps et il y a 2 jours en arrière, j'ai envoyé mon premier devis pour les cuisines. Je peux déjà arrêter la formation et puis te dire ciao, bonne nuit et puis j'ai déjà rentabilisé le truc.